Le tango pour 28 phalanges nous a montré, décrit et expliqué le rôle des muscles interosseux et lombricaux de la main. Nous avons vu comment le mouvement devient fin, c'est-à-dire adapté, précis, rapide et économique, par l'indépendance et la mobilité des différents groupements musculaires. Le psychomotricien va parler de motricité fine, et au-delà de l'aspect fonctionnel du mouvement, il va apprécier comment la personne connaît et discrimine ses doigts, c'est l'intégration somatognosique. Mais aussi comment elle se représente le geste à accomplir, c'est la perception du geste par le contrôle visuel et kinesthésique, mais aussi quelles sont les implications tonico-motrices et tonico-affectives mises en jeu par les variations d'effort et ou de vitesse. En gros, qu'est-ce qui vient transformer un mouvement en geste adressé. Ici, on voit et on entend que la mélodie demande rapidité et donc dextérité main droite et main gauche. Regardez la main gauche, elle semble danser et faire des gestes qu'on pourrait presque qualifier de superflus. Lucie, pourquoi faire autant de mouvements et prendre autant d'amplitude alors que normalement motricité fine et adresse demande une économie et une rapidité du geste? Pour mieux faire sonner les cordes, je préfère amplifier le mouvement des bras. Je trouve que ça rend le son plus rond. C'est aussi une question de lien avec l'instrument, ça dépend donc de chaque interprète. Les mouvements de pronation-supination de la main aident à une plus grande souplesse et permettent aussi d'éviter la crispation du poignet, tout en maintenant une forte tonicité dans les doigts. Ici, la mobilité de la main me permet justement la rapidité du mouvement. On sent ici un changement de ton, de vitesse et apparemment de difficulté dans la musique. Et en vous regardant, en voyant votre visage se durcir et tout votre corps se ramasser vers son axe, on souffre avec vous. Puis la mélodie, le rythme se fluidifie, on passe de staccato à legato, de détaché à lié, et on vous sent plus relâché. Les mouvements sont toujours harmonieux, mais plus amples, plus aériens, presque dansés. D'ailleurs, je respire mieux à ce moment-là. C'est comme si le geste était préparé et amorti avant et après avoir touché la corde. Comme si la vibration entrait en résonance avec le corps. Et nous semblons vivre cela avec vous, en résonance. Comme si vous arriviez à nous envoyer des informations sensorielles que nous captons avec nos oreilles, nos yeux et tout notre corps. Nous les accueillons comme une perception émotionnelle dans un partage d'émotions. Évidemment, le contexte environnemental a une influence sur la manière dont notre corps se tonifie ou se détend. C'est la régulation tonico-émotionnelle. Il est essentiel pour un harpiste d'être détendu tout en restant tonique dans ses mouvements. Pour bien tracter les cordes, un fort tonus des membres supérieurs est essentiel. La position des avant-bras est d'ailleurs peu confortable pendant la pratique. Il m'est arrivé de nombreuses fois, à l'occasion de concerts ou d'examens de harpe, d'avoir les membres supérieurs complètement crispés par l'anxiété. Ça rend très difficile la manipulation des cordes, et donc l'interprétation est différente. Comme vous l'avez relevé dans la séquence précédente, lors de passages techniquement plus difficiles, il m'arrive de retenir ma respiration et de surtonifier mon buste. Ça relève d'une forte concentration et d'un peu d'anxiété, je pense. Être concentré peut aussi être une entrave à la pratique instrumentale, car au niveau du corps, je suis plus tendue. Regardez comme l'assise de Lucie est stable. Le bassin posé sur les ischions, avec le poids réparti entre les deux côtés, et les pieds ancrés au sol. Stabilité, oui, mais dynamique, avec une grande disponibilité de la mobilité. Le bassin roule légèrement vers l'avant et vers l'arrière et dialogue avec les bras dans une rondeur du geste. L'axe vertical, tonique, mais sans excès, permet la liberté du cou et de la tête.
Elle suit non seulement par le regard la direction des mains sur les cordes, mais exprime tout le vécu de la musique dans ses accents et dans ses suspensions. La base stable, l'axe solide et vivant donne le soutien aux bras suspendus et toniques, conduisant la main et les doigts avec précision et puissance sur les cordes. Cet axe horizontal des bras ouvre sur l'espace et sur l'altérité. Si vous observez le jeu asymétrique des omoplates, elles naviguent sur les côtes, dans toutes les directions, sur un thorax souple qui accompagne cette mobilité et donne du soutien aux épaules. Les mains peuvent alors courir très loin sur les cordes. La respiration reflète et constitue l'interface entre corps et psyché. On voit bien là que la maîtrise technique amène une détente psychique et physique, et la respiration circule sans retenue. L'apprentissage, les exercices et la répétition construisent au fil du temps des automatismes, une posture et un tonus adapté au jeu et à la musique. Ces régulations sensorimotrices non conscientes tissent la toile de fond sur laquelle l'adaptation et le contexte du présent vont plus ou moins sublimer le jeu. Les régulations toniques sont aussi essentielles au message que l'on veut transmettre par la musique. Le corps d'un musicien en pratique communique presque autant que le son qu'il produit. Les interprétations qu'il donne sont intéressantes au niveau du langage musical et du langage corporel. Le corps dans son entier prolongé de l'instrument constitue une unité et construit un prolongement du schéma corporel. Le mouvement a ici un effet sur le corps de la harpiste au travers de tensions à la fois bonnes et mauvaises, de mouvements impulsés et inhibés, mais toujours régulés. Mais il agit aussi sur l'environnement et donc sur le corps de celui qui l'écoute. Il y a intentionnalité de la motricité. Le mouvement porté par le schéma corporel et le tonus devient geste adressé. Cette régulation, donc cette stabilité, est amenée par la posture préparatrice du mouvement. Et l'équilibre est porté par la possibilité de se représenter les mouvements dans un schéma corporel orienté. L'approche globale de la personne, c'est-à-dire régulation du tonus, intégration du schéma corporel et organisation spatio-temporelle, sont les fondements du travail du psychomotricien.